If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. I'm not family. No. Your cargo. And I believe, 'cause I can see our future days. Days of you and me. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique, la review de l'épisode 6 de The Last of Us, votre rendez-vous du lundi. Et attention, pour la première fois, moi qui suis un fervent défenseur de The Last of Us, dans ses prises de risques, dans ses nouveautés, dans son nouveau style d'adaptation, je l'ai très souvent défendu pour mettre peut-être en valeur l'homme au détriment de l'action, etc. Il se trouve que, pour la première fois, j'aurais peut-être quelques petites réserves et quelques petites frustrations, notamment vis-à-vis de la fin de l'épisode. Ça m'avait jamais dérangé jusque maintenant. Je pouvais comprendre effectivement ceux qui avaient trouvé que dans certains opus déjà présentés, il y avait peut-être un manque d'action, un manque d'enjeu, un manque de séquences phares qui pouvait être un petit peu problématique. Ça m'avait jamais dérangé parce que jusque maintenant, je voyais toujours là où voulait aller l'adaptation, je voyais toujours ce qu'avait proposé Mazin et Druckmann, et quelque chose surtout dans lequel je trouvais un intérêt narratif, etc., dans les nouveautés qu'ils avaient apportées. Là, pour le coup, si vous connaissez mon amour pour toute la séquence autour de l'université dans The Last of Us, on va en discuter, mais il y a une certaine frustration qui se dessine. Il n'empêche que c'est un épisode que j'ai globalement énormément apprécié, notamment pour les performances d'acteurs, ça on va y revenir. Pedro Pascal en tête, qui pour moi est absolument sublime, c'est peut-être sa meilleure prestation jusque maintenant dans The Last of Us, pour différentes séquences qui vont amener là aussi, puisque c'est un épisode qui prend beaucoup de liberté par rapport au jeu original. Vous verrez que c'est intéressant parce que on a vraiment deux bribes bien distinctes entre tout ce qui va se passer autour de Jackson, qui remplace le barrage de Tommy, où moi j'ai trouvé ça très pertinent, et justement l'université où il y a des frustrations. Mais je vais revenir dans cette critique sur les 3 points qui m'ont véritablement marqué au sein justement de cet épisode 6, d'un point de vue extrêmement positif. Et le premier qui fait justement écho à de nombreux segments que j'ai déjà pu discuter avec vous au fil de mes critiques, c'est ce côté contemplatif, ces plans larges sur l'environnement américain, encore plus dans un environnement enneigé, dans une structure qu'on n'avait pas vue jusque maintenant, et j'ai vraiment trouvé que la beauté des décors, la beauté des paysages devenait de plus en plus importante et de plus en plus impactante au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Il y a notamment un plan où le cheval d'Ellie et Joel va cacher le soleil, etc., qui est absolument somptueux. On sent qu'il y a beaucoup plus de travail et d'efforts, notamment sur les jeux de lumière, ce qui est pas évident quand t'es dans un univers assez terne et enneigé, des créativités qui vont servir aussi les états d'âme des personnages, etc., et qui vont, si vous voulez, quelque peu apporter quand même à ce côté solitaire des deux personnages. Il y a peut-être pas beaucoup d'infectés, ils rencontrent peut-être pas beaucoup de communautés, il n'y a pas beaucoup de claqueurs, etc. Mais on ressent quand même leur solitude, on a presque un environnement finalement qui est glacial au détriment justement de l'hiver, au-delà d'être en hiver, etc. Puisqu'on est déjà en hiver, ça il faut le savoir aussi vis-à-vis des jeux vidéo. À cette époque-là, normalement du jeu, on n'est pas encore arrivé en hiver. C'est un parti pris, je pense, de Druckmann et Mazin, peut-être une facilité aussi par rapport au tournage qu'ils ont fait à faire, etc. Ça j'en sais rien. Mais c'est vrai que incorporer toute cette étude à l'hiver, c'est plutôt pertinent. Ça nous emmène justement à Jackson, où on va avoir des décors qui ramènent aussi à Last of Us 2, qui sont plutôt intéressants à regarder. Et c'est le premier point sur lequel je voulais discuter, parce qu'on en parle peut-être pas assez, c'est la beauté de ces plans larges, la beauté de ces séquences très contemplatives, où justement on va permettre aux personnages d'autant plus, si vous voulez, se découvrir les uns aux autres par ce côté contemplatif, par cette photographie, par cette mise en scène, par ces décors. Et là, je pense évidemment à Ellie et Joel. Un dialogue, parmi d'autres, m'a beaucoup plu, et vous allez voir que ça va faire partie des nombreuses références à Last of Us 2 qu'on va discuter par la suite. C'est évidemment le moment où il s'arrête pour la nuit et Ellie va discuter beaucoup avec Joel de son amour pour l'astronomie, son amour pour les étoiles, du fait que quand elle était en quarantaine, elle avait que le ciel à regarder, etc. Ça ajoute au lore d'Ellie, et en même temps, ça va ajouter à son personnage et aux références qu'on aura peut-être plus tard dans Last of Us 2, j'en dirai pas plus pour éviter les spoilers là-dessus, mais il y a une scène dans Last of Us 2, si on aime l'astronomie, qui est évidemment inoubliable pour le spectateur, et je trouve que ce genre de problématiques sont intéressantes à négocier dès les prémices de la série Last of Us, et d'autant plus effectivement quand on a ce côté contemplatif des décors. Et c'est justement ce qui va nous emmener au deuxième point, j'en dirais le moins possible pour éviter les spoilers de The Last of Us 2, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon il y en a très peu, c'est la différence qu'il va y avoir entre la série mère, qui se déroule justement dans un environnement délabré, où on va être dans cette espèce de barrage avec Tommy, etc., où il y aura beaucoup d'action, beaucoup de péripéties jusqu'à la fugue d'Ellie, etc. Vous avez joué au jeu, si vous n'avez pas joué au jeu, c'est
un easter egg qu'on voit justement dans l'épisode. On voit une sorte de barrage un petit peu abandonné, ou en tout cas qui a l'air laissé à l'abandon. Et bien c'est ici que se déroule l'action. Là pour le coup, on va directement à Jackson. Jackson qui est la communauté de Tommy, que l'on découvrira que dans Last of Us 2, parce que dans le premier, on la voit de loin, je crois, d'une sommet d'une colline, on doit la voir une fois ou deux, mais on ne rentre jamais vraiment dans Jackson. Et alors, j'ai trouvé ça très pertinent parce que toutes les petites références qui vont être mises vis-à-vis de Last of Us 2 sont tellement bien travaillé, encore une fois, dans les références, là, d'adaptation vis-à-vis du jeu vidéo. On va avoir, par exemple, une apparition de quelqu'un qui regarde Ellie, où Ellie lui dit « Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Bon, je pense qu'on a tous pensé à Dina du jeu vidéo, c'est un easter egg très malin si c'est le cas. On va avoir le cheval Paillette, qui sera un des chevaux qu'on va retrouver évidemment avec Ellie dans The Last of Us 2. On a son amour pour le cinéma, alors qui était déjà plus ou moins travaillé dans le jeu original de Last of Us, mais qui est d'autant plus développé dans The Last of Us 2, et puis là, elle va se retrouver voilà, devant une salle de ciné avec Tommy, etc. On a la représentation des décors, hyper important aussi, mais toute la retranscription de Jackson est extrêmement fidèle d'un point de vue de reconstitution, d'adaptation à ce qu'on avait dans le jeu vidéo, de par exemple, bon, ça c'est parce que je suis dans Hogwarts Legacy, hein, mais de par cette espèce de gigantesque salle commune, cette espèce de salle où on va les voir discuter les uns avec les autres, et puis où Joel et Ellie vont avoir leur premier vrai repas, ça c'est vrai que c'est hyper bien retranscrit, et tous ces éléments-là sont hyper intéressants, puisqu'ils vont se refaçonner aussi vis-à-vis d'autres références à l'univers du jeu vidéo. On peut penser à Ellie qui va demander à Joel comment siffler. On a, quand on arrive dans l'université, les singes, et puis toutes des discussions sur « mais toi, tu voulais être chanteur », enfin Joel qui va peu à peu se livrer en disant « ouais, moi je voulais être chanteur à l'époque, etc. » Voilà, multitude de références. Ellie qui va apprendre à tirer aussi. C'est une référence à Last of Us 2 avec Tommy. Il y a énormément de références qui se mettent justement au service de la narration. Et c'est là où je voulais en venir. Vous le verrez, la différence par rapport à l'université, c'est que prendre le parti de travailler les personnages en profondeur à Jackson, au lieu d'être dans cette espèce de barrage où pour le coup il y avait énormément d'action jusqu'à la fugue d'Ellie, c'est pas dérangeant d'un point de vue narratif. Encore une fois, on pourra dire il y a peut-être un manque d'action, ceci, cela, mais l'action du barrage était pas forcément nécessaire au scénario. Ce qui était intéressant dans le jeu vidéo vis-à-vis du scénario, c'était surtout de traiter les retrouvailles de Tommy et Joel, la discussion qu'il va y avoir entre Joel et Ellie, qui est parfaite dans la série, qui est filmée quasiment au plan près, au dialogue près, bah même au dialogue près, où il va lui dire « je suis pas ton père, t'es encore moins ma fille, on va prendre des routes séparées ». Ils arrivent quand même à le mettre via Jackson, donc sans avoir besoin de fugue, sans avoir besoin d'action, etc. Donc on laisse de côté l'actionneur pour arriver, et là justement, parce que dans la narration c'est utile, on verra que c'est différent de l'université, dans quelque chose de beaucoup plus humain, où on va travailler les personnages, et c'est très bien, déjà parce que ça donne une autre vision de l'univers, mais aussi parce que The Last of Us, ça a toujours été un travail sur l'homme avant l'apocalypse. Ce qui nous emmène au troisième point que j'ai envie de dialoguer avec vous, la capacité extraordinaire de Pedro Pascal à provoquer la moindre émotion par le regard ou l'attitude. J'ai trouvé que c'était un épisode où... Et alors Bella Ramsey et Gabriel Luna, c'est pareil. Hein, vraiment, on a 3 personnages centraux dans cet épisode qui, en tant qu'acteur, en tant que comédien, nous livrent une performance extraordinaire. C'est Pascal, Ramsey et Luna dans leur dialogue où on est au plus proche de leur trauma. On va travailler le trauma de Joel avec sa peur qui devient presque physique, c'est-à-dire il a l'impression de voir son cœur arrêter de battre. Il le dit déjà quand il va croiser 2 personnes dans un chalet qui vont justement lui dire que la rivière est dangereuse. Alors moi je pensais même qu'ils allaient peut-être d'abord arriver chez David avant d'arriver chez Tommy, qui allait avoir un truc complètement différent vis-à-vis du scénario, puisqu'ils avaient peur justement de ce qui se passait derrière la rivière. Bon, il se trouve que finalement, c'est une technique d'intimidation du côté de Jackson, mais je trouvais justement le contre-pied pour faire réfléchir le spectateur intéressant. Et on le voit déjà à ce moment-là, c'est-à-dire il a des torsions, on sent que son cœur arrête de battre, enfin il a une douleur physique de par sa peur de perdre Ellie, de par sa peur de ne pas accomplir sa mission, de par sa peur de ne pas respecter la parole qu'il a donnée à Tess, il va en parler à Tommy, on a les retrouvailles de Tommy, toute la séquence où Pedro Pascal va se mettre à pleurer, on a un Joel qui est beaucoup plus torturé, beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus triste, enfin beaucoup plus fragile. On a une fragilité qu'on n'a pas dans le jeu vidéo, ou qu'on a beaucoup moins dans le jeu vidéo puisqu'il ne la montre pas, et là j'ai trouvé que c'était exceptionnel de l'aborder comme ça. En particulier quand les morceaux de Gustavo Santaolalla se font de plus en plus nombreux, ils servent vraiment bien la tragédie de Joel, notamment quand il aura des visions de sa fille, etc. C'est parfait d'un point de vue d'accompagnement musical, parce que le talent d'acteur de Pedro Pascal est absolument monstrueux. Alors il est bien aidé par Gabriel Luna, qui lui aussi, important aussi à notifier, il va être père. Le fait d'être père, et puis que voilà, tu te rends compte un peu de ce que ça fait pour Joel, qui a lui perdu sa fille, ça offre des dialogues hyper importants et hyper durs, hyper percutants. Tommy qui va dire, c'est pas parce que toi t'as décidé d'arrêter de vivre que pour tout le monde ça doit être la même chose. Ouais, il y a des phrases qui sont très très dures, et ça c'est aidé par le fait
qu'on n'est plus au barrage, qu'on n'a plus de l'action, mais qu'on va dans les personnages et qu'on va au plus profond de ce qu'ils ressentent. Pareil pour Ellie, qui va ressentir qu'elle se sent abandonnée, délaissée, etc., qu'elle comprend pas ce qui lui arrive, qu'elle a peur que Joel s'en aille, la reconstitution d'une des scènes les plus cultes de The Last of Us, qui est extrêmement percutante parce que Bella Ramsey le joue très bien et c'était une des plus dures, je pense, avec Joel. Là, pour le coup, oui, on va au-delà de ce que peuvent donner les personnages dans le jeu vidéo et c'est hyper pertinent. Sans compter l'humour, parce qu'il y en a pas mal. Ellie qui retrouve son Woody et qui demande à Joel s'il veut enfanter son arme. Enfin, c'est très drôle, même si oui, on peut regretter un léger excès de vulgarité. Ça me choquait pas au début, mais là, je trouve que les putains sont peut-être un chouïa trop excessifs. Ce qui nous emmène au dernier point de cette review, c'est l'université. Où là, pour le coup, pour moi, c'est pas pareil. L'université, il faut savoir que moi, c'était un des segments que je préférais dans le jeu vidéo. Il y avait des claqueurs, il y avait des colosses, enfin, il y avait tous les sports, etc. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui suinte, où on avait des décors magnifiques et où vraiment il y avait ce côté horrifique, où c'était peut-être pour moi l'une des phases qui avait le plus d'horreur dans la première partie, avec les claqueurs, les colosses, etc. Parce que t'es jamais en sécurité. Et puis qui après voyait justement Joel se faire littéralement empaler. Enfin, c'était quelque chose de vraiment viscéral. Et là, pour le coup, je trouve ça trop tendre. La différence, c'est que dans toute la première partie de l'épisode, on se dit ça sert à quelque chose pour le traitement des personnages. Et dans tous les épisodes qu'on a eu avant, je l'ai toujours défendu, ce manque d'action et ce côté, bon, on n'a peut-être pas toutes les scènes d'action qu'on aimerait et ça peut être un peu frustrant, mais moi je comprenais parce qu'il nous apportait d'autres choses. Là, finalement, j'aurais préféré que l'université soit peut-être au début de l'épisode prochain et qu'on ait une vraie avancée horrifique avec des claqueurs, etc. Et surtout que le final avec Joel soit plus impactant. Parce que là, on passe d'une cinématique dantesque où Joel se fait empaler à Joel se prend juste un couteau en hors-champ, voilà, en ayant défoncé un clampin voilà, qui sort de nulle part. Et c'est vrai que globalement, cette fight-là est bien moins impactante que dans le jeu. Ça choquera peut-être pas pour ceux qui n'ont pas regardé les jeux vidéo, donc pour ce cas-là, ce sera peut-être beaucoup moins dérangeant, je pense, si vous n'avez pas joué au JV. Mais alors pour les joueurs, dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous en avez pensé, je trouve que c'est trop peu. Et à la différence des épisodes précédents, là j'ai trouvé que c'était un peu feignant. J'ai trouvé qu'ils le mettaient même dans les décors, tu sens que c'est pas assez luxuriant, on n'a pas l'immense stade de foot, alors on a les singes, etc. Mais on n'a pas grand-chose finalement. À part, justement, aussi une séquence où ils vont dialoguer, où ils vont dire, bah voilà, le foot américain, c'était ça, c'est Joel qui apprend le foot américain à Ellie. Je trouve que ça manque d'ambition, ça manque d'impact, c'est un petit peu feignant. Et c'est vraiment là parce qu'on s'est dit, allez, il fallait mettre l'université, il fallait la mettre là, parce que par rapport à la péripétie de la blessure de Joel, c'est obligatoire, mais on n'ira pas au bout parce que, bah voilà, on a envie tout de suite de passer à autre chose, on n'a peut-être pas assez d'épisodes, pas assez de temps. Ça méritait pour moi un quart d'heure de plus pour mettre au moins un ou deux claqueurs, voilà, une situation forte, même si ça dure pas 30 minutes, mettre une situation forte. Et puis, peut-être une vraie gunfight avec les gens, parce que là, pour le coup, ça va amener la blessure de Joel qui est hyper importante pour la suite, vous allez le voir. Et je trouve que ça manque d'ampleur. Alors oui, sur la fin, Bella Ramsey joue bien, la musique du générique est vraiment très bonne, etc. Et puis tu sens qu'elle va être en danger, ça c'est une évidence. Mais tu le sens moins que dans les jeux vidéo. Et encore une fois, voilà, je trouve que ça manque de saveur, je trouve que ça manque d'impact, même dans le côté, comme je le disais, luxuriant, même dans les décors, même dans l'horreur, dans tout ce que représente la séquence de la fac. Je trouve que là, c'était un peu minimum syndical. Il n'en reste qu'on a quand même un épisode 6, encore une fois, de bonne facture, et ça tient énormément sur, je le répète, l'acting de Bella Ramsey, de Gabriel Luna et surtout de Pedro Pascal, qui sont absolument monstrueux. On n'est pas prêt, je pense, pour l'épisode 7, parce que là, beaucoup savent ce qui nous attend. On peut réagir aussi là-dessus, hein. Je pense que là, 7, 8, 9, on aura largement assez pour aller jusqu'au printemps, que ce soit sur les péripéties avec David ou par la suite, bah, tout ce qui va être la résolution de The Last of Us. À voir comment ils vont le faire aussi avec l'incorporation du DLC, etc. Mais une chose est sûre, moi j'ai hâte. Au jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...